Jean-Louis Bianco, bonjour. Bonjour. Alors vous êtes aujourd'hui à Nîmes, chez Hubert, un restaurant où il y a beaucoup de responsables politiques nîmois qui déjeunent. Vous êtes un ancien ministre de François Mitterrand, vous avez 79 ans et vous étiez le fameux président de l'Observatoire de la laïcité qui a été dissous, on en parlera, par Emmanuel Macron. Mais du coup, je voulais peut-être avoir votre regard sur notre département, sur le Gard. Alors pour le Gard, c'est un département pour lequel j'ai des amitiés et de la sympathie, à commencer par Nicolas Cadenne, avec qui on a fait beaucoup de choses pour la laïcité, on continue. C'est un département que je peux sentir et comprendre dans la mesure où il y a des points qui sont communs avec une partie des Alpes de Haute-Provence, une partie des Basses-Alpes. C'est le sud, il y a le Mistral, il y a le vin, il y a une certaine culture. Alors c'est plus particulier pour la Haute-Provence que la Basse-Provence. C'est la Provence des collines et des montagnes. Mais il y a une culture de gens qui sont méfiants, qui sont prudents, qui ont eu des siècles d'isolement. Et ici, ça se double des guerres de religion. Entre protestants et catholiques, effectivement. Donc c'est une terre que je sens riche et vibrée. Puis il y a beaucoup de gens qui font des tas de choses passionnantes sur la laïcité. Donc je suis content aussi de venir m'informer, écouter, parce que c'est comme ça que je me forge une opinion. C'est pas en lisant des rapports ou en faisant des gesticulations à la tribune, comme un certain nombre le font jour et nuit ou presque. On va certainement en parler. C'est en écoutant, mais volontiers, c'est en écoutant ce que font les gens, en regardant comment ils résolvent les problèmes, et en montrant une laïcité du quotidien, une laïcité du vivre ensemble, une laïcité concrète, et pas une laïcité déclamatoire avec emphase qui ne mène nulle part, sinon à des impasses. Alors, on va en parler, mais évoquons justement l'Observatoire de la laïcité qui a été dissous par Emmanuel Macron. Qu'est-ce qui n'a pas marché ? La question doit être posée à Emmanuel Macron. Vous n'avez pas fait une petite introspection ? Non, j'ai pas besoin d'introspection. Je crois qu'on a gêné. L'Observatoire de la laïcité était quelque chose d'unique en France. Et dans le schéma français, vous aviez à la fois des parlementaires, majorité opposition, vous aviez les représentants des principaux ministères, intérieur, justice, éducation nationale, à des niveaux très élevés, et des personnalités qualifiées, allant depuis une éducatrice de jeunes enfants à un inspecteur de l'éducation nationale, en passant par un poète proche d'Aimé Césaire et en ajoutant la maire de Rennes, Nathalie Appéré. Et le but de cet observatoire, c'était de produire des avis sur l'état des lieux. De conseiller le Premier ministre de conseiller le gouvernement et aussi les gens qui nous demandaient des avis. On n'était pas exclusivement pour le gouvernement. Et qu'est-ce qui n'a pas marché du coup ? Je crois qu'il y a eu une réaction qui s'est faite depuis 5 ou 6 ans, où un certain nombre de gens qui sont dans les cercles du pouvoir, mais qui sont aussi dans certains instituts de recherche, qui sont aussi dans certains instituts de sondage, se sont mis à prétendre avoir le monopole d'une vérité absolue. Donc toute personne, toute institution qui disait qu'ils n'étaient pas d'accord devenait gênante. Et il y a donc une espèce de pression idéologique. Si on ne proclame pas tous les jours que la laïcité est en danger, et si on ne proclame pas des grands gestes pour dire qu'on va combattre les ennemis de la laïcité, c'est qu'on n'est pas vraiment des défenseurs de la laïcité. Ces gens-là que vous citez, ces gens-là, ils ont le pouvoir. Mais ils disaient surtout que vous étiez peut-être un peu trop tolérant avec certaines choses, notamment l'islam. Est-ce qu'à un moment donné, ce qui a été dit notamment, c'est que vous étiez à côté de la plaque en termes de séparatisme. Est-ce qu'à un moment donné, vous pouvez l'entendre ça, que vous avez été trop tolérant ? C'est complètement ridicule. C'est complètement ridicule. On n'avait pas à être plus tolérant ou moins tolérant. La loi s'applique à tout le monde. Musulmans, pas musulmans, islam, pas islam. On n'avait aucune tolérance particulière, ni pour l'islam, ni pour les francs-maçons, ni pour personne d'autre. La règle s'applique à tout le monde. Et on était au contraire à l'origine de mesures comme le fait, par exemple, de demander au procureur d'enquêter quand on refuse de servir une femme dans un restaurant parce que c'est une femme, qui sont des mesures qui sont tout sauf tolérantes. De demander d'enquêter Je demandais d'enquêter et de faire des poursuites si nécessaire. Et ça a été fait après beaucoup d'attentes. Oui. Donc, il n'y a pas deux poids, deux mesures. Les règles s'appliquent à tous, mais il faut être très ferme dans l'application des règles, ce qui n'est pas le cas. Donc on fait des grands effets d'annonce, mais on laisse passer des choses qui ne sont pas tolérables. C'est que, en gros, ce que vous dites, si j'ai bien compris, la laïcité, la loi, elle nous suffit, elle nous protège, mais pour nous protéger, il faut qu'on l'applique convenablement, Exactement. Ce qui n'est pas le cas aujourd'hui. C'est exactement ça. Et quels sont les enjeux en matière de laïcité, notamment ? Les enjeux sont en pleine campagne présidentielle. Les enjeux sont à la fois la peur qu'ont les Français de beaucoup de choses. La France est un pays incroyablement pessimiste, même si les gens en général sont contents de leur bonheur familial, et même dans l'entreprise, malgré les burn-out. Mais quand on parle de la France et du monde, c'est un pessimisme au niveau de l'Afghanistan. On voit pendant la campagne électorale, effectivement. C'est effrayant. Par Emmanuel Macron qui est un peu optimiste, il n'y a pas grand monde. Oui, qui essaye d'être un peu optimiste. Mais donc c'est un climat terrible où les gens sont méfiants. Oui. Il y a des sondages qui disent qu'on doit se méfier toujours de quelqu'un qu'on ne connaît pas. Oui. Donc société de méfiance, de défiance, peur de l'avenir,
peur des étrangers, peur de ce qui n'est pas comme Mais moi. du coup, c'est quoi l'enjeu derrière L'enjeu derrière, c'est de préserver les libertés, malgré tout, et de ne pas faire en sorte qu'au nom de ces peurs, on prenne des mesures répressives, de contrôle, de surveillance. Vous avez un exemple concret ? Oui, que dans la loi qui vient d'être adoptée il n'y a pas très longtemps par le Parlement, sur le séparatisme, loi audition séparatisme, c'est plus commode que le long titre, il y a des mesures qui vont imposer un contrôle par le préfet des associations qui prétendent être subventionnées. Il y a quelque chose qui s'appelle la liberté d'association, oui. Qui est une des grandes conquêtes de la République française. La loi de 1901, tout le monde la connaît. Donc c'est l'État qui va venir dire ça c'est bien, ça c'est pas bien. Il va avoir un contrôle, l'État, sur des déclarations de membres d'associations. Vous êtes une association qui s'occupe de gérer un temple protestant, une mosquée, une synagogue, une chapelle. Vous avez un de vos membres qui sort quelque chose qui est contre la loi de la République, on peut dissoudre votre association. Mais c'est pas important qu'il y ait un contrôle justement pour éviter le certaines contrôle dérives, sur les gens, vu. le contrôle il se fait sur les personnes qui sont fautives, il ne se fait pas sur les personnes qui ont dans leur entourage des gens qui sont fautifs. On assimile des propos qui ne sont pas acceptables en effet, et des propos qui sont dangereux, qui sont séparatistes, à l'ensemble de la structure. Il suffit donc qu'une une personne, vous êtes dans une association, il y a des gens qui ont des avis différents, ça n'engage pas l'association tout entière. On peut pas peut-être avoir une influence qui pourrait être défavorable. Mais il suffit de le poursuivre et de condamner ceux qui disent des choses contre la loi de la République. Encore une fois, il n'y a pas besoin de faire un grand cinéma avec des tas de dossiers très compliqués, on va vérifier. On va demander aux associations de prendre des engagements comme quoi elles respectent les principes de la République. Alors c'est quoi ? Ça varie suivant les textes d'ailleurs. Tantôt il y en a 3, tantôt il y en a 5, tantôt il y en a 7. Déjà, on est dans un grand désordre. La liberté, l'égalité, la fraternité, l'égalité entre les femmes et les hommes, le respect de l'ordre public, la dignité de la personne humaine, le drapeau, l'idée nationale. Bon. Prenez l'égalité entre les hommes et les femmes. Comment vous allez dire, vous, préfet, non, cette association ne respecte pas l'égalité entre les hommes et les femmes ? Alors qu'est-ce que vous dites de l'Église catholique, où il n'y a pas de femmes prêtres ? Qu'est-ce que vous dites de certaines loges franc-maçonnes, où il n'y a pas de mixité sociale ? Qu'est-ce que vous dites des entreprises ? C'est une bonne idée, ce que vous dites, et ça stigmatise. C'est pas ça stigmatise, c'est extrêmement dangereux, parce qu'on va se mettre à exiger des choses d'associations qui sont ni pires ni moins bonnes que la société. Je voulais vous faire réagir sur une phrase qu'a prononcée le ministre de l'Intérieur Gérald Darmanin, qui a dit « Notre pays est malade d'un séparatisme dont le premier d'entre eux, l'islamisme, gangrène notre unité nationale ». Qu'est-ce que vous pensez ? Comment vous réagissez à cette phrase ? Il participe de ce climat de panique générale. Encore une fois, les choses ne vont pas bien partout, elles vont mal à certains endroits. Ce serait idiot de le nier, et il faut combattre les propos, les actes de manière ferme, calme, ferme. Mais c'est pas pour autant qu'on a un séparatisme islamiste qui est dans toute la France. Enfin, je sais pas. Pas dans toute la France, mais il n'y a pas quand même un problème, et on le voit notamment avec l'émergence du candidat à la présidentielle Éric Zemmour, qui dit que l'islam est l'ennemi de la République. Que l'islam est au-dessus des lois de la République pour un certain nombre de pratiquants. Il y a une difficulté qui est réelle, qu'on peut appeler séparatisme, par commodité, pour ne pas dire communautarisme. La difficulté qui est réelle, c'est qu'il y a un certain nombre de musulmans ou de porte-parole autoproclamés des musulmans qui veulent mettre la loi religieuse de l'islam tel qu'eux le comprennent au-dessus de la loi de la République. Et comment on fait ? Et ça, c'est inacceptable. Comment l'État peut faire face à ça ? L'État, pour le coup, s'il y a de telles déclarations, de tels propos, en plus parfois qui appellent à la haine ou à la violence, il ferme une mosquée, il ferme un centre commercial. Et dans tous les cas où ça a été fait, l'État a gagné sur des propos précis, antiféministes, incitant à la violence, qui n'existent pas que pour les musulmans. Vous avez des propos comme ça dans d'autres religions ou dans d'autres convictions. Donc pour vous, cette loi, c'est quoi ? C'est une sorte d'électoralisme ? Cette loi, elle est pour dire je fais quelque chose. Elle est probablement inutile, on va le vérifier. Il y a très peu d'outils qui sont utiles dans cette loi, il y en a quelques-uns qui permettent de mieux saisir, mais encore une fois, appliquons ce qui ne s'est pas fait pendant longtemps, avec fermeté, les sanctions, les poursuites, les condamnations, pour celui ou celle qui ne respecte pas la loi républicaine, y compris dans la liberté des autres. La loi de 1905, c'est une loi d'équilibre, la loi sur la séparation des églises et de l'État. Celui ou celle qui vous empêche de pratiquer votre religion est condamné de la même manière que celui ou celle qui vous oblige à pratiquer une religion. On parlait d'un candidat à la présidentielle, il y en a d'autres, mais quel est votre regard quand vous entendez aujourd'hui que Marine Le Pen, que Éric Zemmour veulent interdire le voile et la kippa dans l'espace public ? Je pense que c'est pas une nouvelle laïcité, c'est la fin de la laïcité. La laïcité, c'est d'abord une liberté. Ça date de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Liberté de croire, de ne pas croire, de manifester ses convictions, c'est une liberté fondamentale. Donc on revient sur un acquis qui date de la Révolution française, au nom d'un fantasme de peur généralisé, encore une fois. Oui. La fermeté contre des propos, des actions des individus est nécessaire, et elle a trop tardé. Il faut qu'elle soit à juste titre, et pas émotive, mais sur des faits précis. Mais pour autant dire qu'on est emporté, alors le grand emplacement,
les valeurs musulmanes, il ne faut pas exagérer, mais il faut être très ferme là où ça existe. Mais c'est vrai qu'on sent une conception de la laïcité différente. Vous dites, en portant le voile, une kippa, on a la liberté de croire et d'avoir un signe religieux, mais c'est vrai que pour d'autres responsables politiques, c'est plus dérangeant, c'est ostentatoire. C'est devenu ostentatoire. C'est devenu ostentatoire dans le regard de qui? Ostentatoire, c'est-à-dire qu'on le met pour que ça se voit. Mais quand vous regardez, par exemple, pourquoi des gens de toutes les religions sont plus visibles maintenant qu'hier, c'est parce que ça fait partie de leur identité. Ça peut être valable pour des jeunes catholiques, pour des jeunes évangéliques, pour des jeunes musulmans, souvent des jeunes femmes, par exemple, dans l'islam, qui ne sont pas reconnues complètement comme musulmanes et qui affirment « je suis musulmane, mais je suis en même temps laïque et française ». Et c'est très grave de mélanger les choses parce qu'on donne l'impression qu'il y a une espèce de vague générale qui rend suspecte toute affirmation de son identité. Donc pour vous, le port du voile, le port de la kippa, c'est un élément qui constitue une identité, mais ça qui est global. Constituer une identité. On peut se sentir française totalement et bien porter entendu, le voile et la kippa. Bien entendu, il y a des femmes dans des défilés après les attentats qui ont des voiles avec le drapeau bleu, blanc, rouge sur le voile. Elles sont musulmanes, et plutôt françaises et musulmanes, d'abord françaises. Donc pour vous, le voile, c'est pas un instrument de l'idéologie islamiste, comme l'a dit Marine Le Pen ou certains candidats de droite, Valérie Pécresse aussi. Ça a des tas de sens très différents suivant les gens qui le portent et suivant les moments. Mais encore une fois, le voile, en République laïque, on n'a pas à décider comment les gens doivent s'habiller. Quand je vois des propos ministériels disant que le voile n'est pas souhaitable, pas souhaitable, ça veut dire quoi? Ou c'est dangereux, on l'interdit, ou on ne dit rien. On ne va pas dire comment doivent s'habiller les curés. Ce n'est pas le rôle de la République. Alors après, le féminisme, au nom d'une certaine vision du féminisme, on peut dire que c'est une régression, c'est une oppression, mais ça, c'est un débat d'idées. Le problème, c'est pas que les femmes portent le voile, c'est qu'elles soient obligées de le porter. C'est ça. Et ça existe dans certains quartiers. Et comment on arrive à le détecter, ça? Ça se voit. Il faut arriver à avoir des points d'appui dans certains quartiers, où il y a des associations, des élus qui sont encore là et qui portent plainte. Mais c'est très difficile, parce qu'il y a une énorme pression du quartier. Mais le combat, il se joue là. Restaurer les services publics, s'appuyer sur les élus qui sont là, sur les associations, pour pouvoir soutenir les femmes qui veulent ne pas être obligées de porter le voile. D'accord. Monsieur Bianco, on rappelle que vous êtes à Nîmes aujourd'hui parce que vous allez donner une conférence à l'IFME, Institut de formation au métier d'éducation. L'assassinat de Samuel Paty a marqué énormément de professeurs et l'ensemble des Français. Qu'est-ce que vous dites aux enseignants qui parfois peuvent se censurer quand il est question d'aborder le génocide juif ou la liberté d'expression, on l'a vu avec les caricatures de Charlie Hebdo? Je dis d'abord aux professeurs qu'il faut qu'ils sachent que pour n'importe quel citoyen sensé, leur travail est horriblement dur. Et que les gens qui s'occupent de laïcité, dont je fais partie avec beaucoup d'autres, savent aussi qu'il manque d'outils. 80% des professeurs n'ont jamais eu de formation à la laïcité. Les formations qui sont dispensées sont très inégales. Dans certains cas, on oublie complètement les questions pratiques. Qu'est-ce que je fais quand un élève conteste mon cours? C'est pas simple. Il faut parler des professeurs expérimentés. Ça s'apprend, ça se travaille. Mais tout seul, devant quelqu'un d'un peu agressif, qui peut être provocateur ou dangereux. Surtout que les élèves d'aujourd'hui ne sont peut-être pas forcément les mêmes qu'hier. Bien sûr, et les parents sont parfois plus offensifs eux-mêmes pour essayer d'imposer leur vision. Donc ça suppose un travail fait au sein de l'établissement, avec la protection du chef d'établissement, du directeur de l'éducation nationale, s'il le faut, du préfet. Et qu'on ne laisse rien passer, qu'on ait un règlement intérieur qui soit très ferme en disant c'est la loi de la République, pas question de ne pas aller suivre les cours de gym. C'est tout le volet formation, accompagnement. Voilà, les donc il faut qu'on les arme là-dessus. Il faut qu'on les arme là-dessus et il faut qu'ils le savent le faire. C'est toute une délicatesse sur comment on prend le problème, sur les caricatures. Est-ce qu'on commence par les caricatures politiques, comme il y a eu au XIXe siècle, ou est-ce qu'on commence par les caricatures religieuses? Si on parle des religieuses, par quelle religion on commence? C'est des choix très très difficiles, qui font partie de l'autonomie pédagogique du maître, mais il faut qu'il puisse avoir le choix, et non pas se sentir contraint. Et donc qu'il soit soutenu par sa hiérarchie et formé à des situations de crise et de conflit, qui sont fréquentes, mais pas unanimes. Il y a eu un sondage récent qui disait qu'il y avait des pressions plus fortes dans le primaire et de la part de parents pour le respect de normes religieuses. Et la question suivante, on disait aux professeurs, est-ce que vous diriez que dans votre établissement, le climat autour de la laïcité est très apaisé ou plutôt apaisé? 90% très apaisé ou plutôt apaisé. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème, même s'il n'y avait que 5%, il faut se battre là-dessus. Mais on n'est pas dans un monde où il y a des offensives partout qui visent à mettre les profs en difficulté. C'est pas vrai. Finalement, quand on vous écoute, on a l'impression que la laïcité, elle s'apprend, c'est un combat du quotidien qu'il faut sans cesse renouveler. Exactement. Pour conclure notre interview, est-ce que très simplement, vous pourriez nous donner la définition de la laïcité? Volontiers, d'autant plus qu'elle est souvent méconnue, distordue, manipulée. Et que la pédagogie, on sait bien que c'est l'art de la répétition. Absolument. Donc la laïcité, c'est un principe. C'est plus qu'une valeur, c'est un principe d'organisation, un principe politique, qui repose sur 3 piliers. C'est pas si compliqué que ça si on ne déforme pas les choses.
Le premier pilier, c'est toute notre conversation, c'est la liberté. Liberté de conscience, vous pensez ce que vous voulez. Liberté de croire ou de ne pas croire. Liberté de pratiquer sa religion. Liberté de changer de religion. Et ça comprend la liberté de religieuse, la liberté de culte. Donc c'est pas anti-religieux. Deuxième pilier, la séparation des églises et de l'État. C'est l'État qui fait la loi, c'est pas l'Église qui fait la loi à la place de l'État, et inversement. D'accord. L'État chez lui, l'Église chez elle. D'accord. Et ça, c'est un grand acquis de la loi de 1905. Et le troisième pilier? Et le troisième pilier, la citoyenneté. On est différents, on a des passions différentes, des origines différentes, des identités différentes, mais on est tous des citoyens et des citoyennes, avec des droits et des devoirs. Et c'est ça qui forge l'unité nationale et la nation dans la vie quotidienne. On fait des choses ensemble, on agit ensemble, on construit la maison commune. Et c'est pas en poussant des grands cris d'orfraie pour dénoncer un mal en partie imaginaire qu'on fera avancer les choses. Très bien. Merci beaucoup, Jean-Louis Merci à vous. Bianco. Et puis, bonne conférence à Nîmes. Merci beaucoup.